Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Sur ODH TV. Bonjour Myriam. Bonjour. Bruno Botta de ODH TV. Donc on va te faire une petite interview. Alors déjà, qu'as-tu pensé du symposium ? J'ai manqué certaines conférences, hélas, parce que pour des raisons personnelles, j'ai pas pu assister, mais franchement, il y a un sacré travail qui a été organisé ici, très intéressant, le contenu vraiment de qualité. Donc j'espère que les auditeurs, le public a pu apprendre quelque chose, ou du moins pour transmettre l'info, et puis eux-mêmes, par rapport à toutes les informations qu'ils ont reçues, d'être, je dirais, avec un peu plus de connaissances cette fois-ci, quoi. Concernant la conférence que tu as donnée aujourd'hui, Oui. Déjà tu nous as demandé de fermer les yeux, pourquoi ? C'est quelque chose que j'ai ressenti depuis au moins 10 jours. Vous dire pourquoi exactement, je ne sais pas. Je ressentais véritablement qu'il fallait que je demande au public qui était là pour se mettre en phase. C'est-à-dire au moment où on ferme les yeux ensemble et qu'on rouvre les yeux, il y a un regard qui se ferme sur quelque chose qui n'est pas possible, sur quelque chose de possible quand on les rouvre. Et la mise en phase, je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est-à-dire au moment où on ferme tous ensemble les yeux, on est dans une connexion, je dirais, un partage de communion, je dirais, d'énergie, et qui fait que cet acte-là, qui peut ressembler à comme une forme de méditation, rapide ou courte, fait qu'on se met comme si on était sur la même onde, quoi, je dirais. Voilà, quand on dit, on se met sur la même il y a une expression pour ça, se mettre en phase, oui, c'est ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà, c'est pour cette raison-là. Merci Myriam. Parce qu'on s'est vu donc en 2019, quelles sont les activités du CERO France depuis 2019 ? Depuis 2019, en fait, il y a eu le Covid-19, la Covid-19, le coronavirus, hélas, mais on a quand même essayé de continuer à prendre soin des personnes qui nous demandaient de l'aide, parce que ça a continué quand même, parce que nous, on nous contactait par email. Et on a organisé des groupes de réunions plus restreints sur Skype, et avec un psychologue. Et on a fait ça régulièrement pour ne pas être complètement, je dirais, dans le silence total, qu'il n'y ait plus d'activité au CERO. On a continué à travailler sur le livre du CERO qui sort cet été, là, donc août 2021. On a mis 3 ans à rédiger ce livre. Voilà, c'est l'activité, je dirais, l'actualité la plus récente aujourd'hui. Ce livre, on espère qu'il va donner un certain nombre d'informations auprès du public. Et c'est le témoignage d'abductés français qui donc ont vécu certaines expériences très intéressantes, qu'ils le racontent. Ce recueil, il y a quand même 18 personnes, et il y a les psychologues qui ont, Nicolas Dumont, Isabelle de Cocheco et Maxime Safran, qui ont mis leur, je dirais, une touche supplémentaire sur la partie psychologique, la partie sur l'hypnose et régression sous hypnose, et la mémoire dans le phénomène des abductions, voilà, qui ont donné, et quelques statistiques qu'on a rajoutées. Merci Myriam. As-tu de nouvelles expériences ? Les nouvelles expériences, tu veux dire d'abduction par exemple, a priori là c'est calme, c'est vrai, c'est calme. Donc je sais, parce que c'est difficile à dire comme ça, mais quand je travaille sur un sujet qui concerne le CERO, je sais qu'il y a toujours une connexion, qui sont pas très loin et qui sont au courant. Voilà, ça j'ai eu maintes fois la preuve
par des personnes interposées, par des phénomènes qui se passaient des fois même, je dirais, je suis informaticienne et je travaille sur mon ordinateur, et il y a des choses qui se passent, bon, je ne vais pas développer là maintenant, mais disons que, voilà, mais je n'ai pas eu de nouvelles expériences, disons, depuis 2019, oui, en fait. C'est Myriam. Alors, tu as rejoint le CIPO, le collectif. Oui. Pourquoi? Pourquoi le CERO a rejoint le CIPO? C'est ça. D'accord. Le fait que le CERO soit présent dans l'organisme du CIPO, en fait, pour nous, ça nous a paru d'abord par le sérieux des gens qui constituaient le CIPO. C'était déjà un premier facteur, je dirais, de rejoindre ce groupe. Et en même temps, j'ai trouvé l'idée intéressante parce que ça permet, en fait, de toucher des organismes d'État et de toucher en même temps le public et d'être, comme avait expliqué Isor et Franck Morin, de pouvoir être, comment dire, un élément d'information avec des éléments sérieux à transmettre au public et à faire connaître ouvertement, et surtout que les moqueries, tout ce qui est dénigrement sur le phénomène ovni cesse, qu'on s'ouvre à ce sujet d'une façon intelligente, réfléchie, analytique et scientifique, voilà, et qu'on cesse de nous présenter la soupe aux choux et tout ce qui reste concernant ce phénomène-là, voilà. Je vais te poser une question en rapport avec Bruno, parce que Bruno a présenté un cas qui s'est déroulé au Maroc, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et où les témoins ont observé une espèce de forme comme un grand être encapuchonné, Oui. Ah ouais, mais qui volait. d'accord. Énorme, ils ont pris peur, il est venu vers la fenêtre. Ouais. Donc Bruno, si tu veux en parler un peu. Bah, Peut-être que Myriam pourrait être... Oui, en fait, j'ai eu un témoin qui a fait une observation comme ça de cette tête-là encapuchonnée avec les yeux vachement brillants. Il s'approchait d'une fenêtre et ça a duré quelques instants. Donc je voudrais avoir peut-être des explications là-dessus. Alors là, c'est difficile comme ça sans avoir les témoins, parce que souvent quand il y a un phénomène. Il y a eu 3 témoins en fait. D'accord. Il faut on interroge les témoins déjà pour voir un petit peu les uns et les autres, parce qu'il y a des détails des fois qui échappent. Ils sont surpris par l'événement, par ce qu'ils voient, mais en discutant, en prenant du recul, il y a des détails qui apparaissent dans la conversation, dans l'entretien, et on peut se rendre compte que ça peut être à cause du lieu, qu'il y a eu une manifestation particulière, à cause de l'un des membres, un des témoins qui est présent, parce que des fois les phénomènes, c'est comme ça qui se passe. Il s'adresse à un témoin. Alors c'était le père en fait. D'accord. Père de famille. D'accord. C'est le père de famille qui a été témoin. Oui. D'accord. Directement. Et il avait d'autres personnes auprès de lui. Alors, il y avait son fils et sa femme. D'accord. Voilà. Je ne sais pas là pour le moment, mais s'il est possible que cet être qui s'est présenté avait une information ou un signal à faire voir à l'un des témoins ou aux 3 témoins, et donc ce personnage encapuchonné, c'est vrai que dans les visiteurs qui viennent nous approcher, on a des fois vu des êtres encapuchonnés, c'est vrai. Alors par contre, c'est pour ça que je me suis posé la question, parce qu'on a eu ce cas-là et on ne sait pas où le classer. Oui, non, c'est possible que ça soit lié à quelque chose comme ça. Peut-être avec une régression sous hypnose, il y a des informations qui sortiraient un peu plus de l'expérience, de la vision de cet être, qui toujours, la problématique, c'est des fois, le phénomène est tellement dérangeant, tellement étrange, que on retient des informations comme ça globales, et en fait, c'est vraiment beaucoup plus
poussé, il y a plus d'informations après quand on revient sur le sujet en refaisant une séance sous hypnose. D'accord. Merci Myriam. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas une profonde contradiction entre la violence du phénomène des abductions et le caractère pacifiste des messages qui sont transmis aux abductés? Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est à travers parce que eux-mêmes nous disent, par des abductés, qu'ils nous disent ce que vous faites dans le soutien d'entraide et pour soulager les gens, essayer d'apaiser les traumatismes, etc. C'est très très bien, mais vous ne cherchez pas à comprendre vraiment pourquoi, les raisons de ce qu'on fait. Alors, personnellement, j'ai répondu, quand on m'a dit ça, c'est non négociable, dans la mesure où, personnellement, quand moi je vais vers quelqu'un et je lui demande, ou je vais directement m'adresser pour faire quelque chose avec cette personne, je lui demande son autorisation, si elle est d'accord, si voilà, on peut faire cette chose ou telle autre. Je ne l'enlève pas, je ne prends pas, je la mets comme un rat de laboratoire, voilà. C'est vrai que c'est paradoxal, J'avoue qu'il y a vraiment des gens qui, dans le Cerro aussi, qui ont vécu des choses très traumatiques par rapport à ces enlèvements. Maintenant, je prends un certain recul par rapport à ça. Je ne nie pas la violence de l'enlèvement, les prélèvements, etc., parce que c'est des fois très lourd. Par contre, je prends un autre contre-pied, je dis, mais nous-mêmes, quand on est en tant que laborantin, dans des laboratoires de recherche, on prend des rats de laboratoire, des singes, enfin tout un tas d'animaux, où on les met en conditions de test avec des expériences très dures, très difficiles, très lourdes pour ces animaux. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'humains, on a conscience de la souffrance de l'animal, de tout ce qu'on lui fait? Bon, il y a une évolution dans ce sens-là, où des laborantins, des chercheurs se réunissent. J'ai appris ça en France, pas tous les laboratoires, mais certains laboratoires ont créé une commission d'études pour savoir comment faire pour que l'animal souffre moins, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce qu'on va lui faire, voilà, parce qu'en fait, les expériences qui sont faites vont servir au plus grand nombre des humains. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Je ne sais pas. On est en train de travailler là-dessus, dans le Cerro, pour analyser tous les composants des expériences que nous vivons, les retombées psychologiques, physiques. Voilà, on est en plein dedans. On n'a pas de réponse, mais effectivement, on tient compte de ces agressions traumatiques que nous vivons. Et on essaie. Alors peut-être que aussi de notre côté, ce qu'on fait, notre travail d'information, d'échange, etc., ça va améliorer, je dirais, les contacts, puisque dans les petits, qui sont des fois assez violents, il y a les grands gris qu'on appelle, qui les sermonnent. On sait qu'ils ont parfois ils ont des remontrances des grands, qui sont pas du tout des joyeux, je dirais, qui sont très rigoureux, très, très stricts, je dirais même presque avec un caractère militaire, à la limite, pour appliquer ce qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire, entre guillemets, mais qui reprennent les petits gris en leur disant d'être plus attentionnés, de faire doucement, d'être moins violents, etc., dans les expériences qu'ils nous font. Donc, il y a aussi de leur côté quelque chose qui évolue en même temps, dans les expériences qu'ils font auprès de nous depuis longtemps. Donc ça change en même temps. Il se passe des choses. Mais on n'a pas la certitude totale qu'ils prennent en compte... Enfin si, quand même, parce qu'il y a des abductés qui l'ont dit, où vraiment les comportements lors des expériences avaient changé, avaient été modifiés. Donc ils faisaient beaucoup plus attention, ils étaient moins violents, moins agressifs. Ils essayaient de faire attention lors des prélèvements. Alors j'ai une ultime question, la toute dernière. Est-ce que parmi les abductés qui sont autour de vous ont été évoqués les transferts d'âme? Oui.
Alors, l'histoire des transferts d'âme, oui, il y en a qui nous en ont parlé. Et justement, c'est très intriguant, très même dérangeant, encore plus même pour nous. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de... Parce que l'âme, ça les intrigue énormément. Ils savent pas comment... Enfin, ils ont appris beaucoup de choses par rapport à l'âme, mais c'est des êtres apparemment sans émotion, ce qui nous enlève, ce qui explique des fois leurs comportements un peu brutaux. Mais bon, il y a des humains qui ont, entre guillemets, une âme, et ça ne les empêche pas d'être brutaux aussi et violents. Bon. Mais la notion de transfert d'âme, elle apparaît dans certains cas, effectivement, où il y a la sensation qu'ils sont placés sur une table et qu'il y a un autre être qui est placé sur une autre table et qu'on leur place des appareils sur le cerveau et que, comme s'il y avait quelque chose qui communiquait entre leur corps à eux et le corps d'à côté. Mais, bon, ça on a entendu quelques-uns en parler, mais c'est pareil, on n'a pas une certitude absolue par rapport à ça. Donc c'est des hypothèses, ça nous intrigue aussi, on essaie d'en savoir un peu plus là-dessus, mais pour le moment on n'a pas une réponse définitive là-dessus. C'est une interrogation et on essaie de comprendre et de chercher pourquoi il ferait ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup Merci Myriam, Myriam. merci infiniment. Merci pour cet entretien. Merci à vous.